Bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain, Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et notre site internet à méropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 33. Les Francs sont dans la place. Vous avez certainement remarqué que la révolte de Sylvain suit de très près la révolte de Magnence. Et je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, cela me donne cette impression un peu curieuse, confirmée en lisant les auteurs antiques qui nous racontent la décennie 345-355. Quelle impression, direz-vous? Eh bien celle que les Francs sont partout dans l'Empire au milieu du IVe siècle. L'impression que la cour impériale en est truffée, et surtout l'impression qu'ils commandent les trois quarts des légions. Depuis les débuts de Magnence, c'est le déferlement des Francs dans notre histoire. Des pros comme des anti-Constance qui se succèdent dans les premiers rôles. Au point qu'on finit par se dire au bout d'un moment, mais où sont passés les autres Romains en fait? Il n'y a que l'empereur et les Francs qui sont aux commandes du vaisseau Rome? Suivons donc Constance et cette étrange invasion pacifique au sommet de l'État dans ce nouvel épisode de notre histoire. Il faut être prudent à la lecture des textes et des auteurs antiques qui faussent peut-être un peu notre vision des choses sur l'omniprésence des Francs au milieu du IVe siècle. Tout d'abord, parce que l'histoire politique romaine du Bas-Empire se focalise principalement sur l'histoire militaire à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. C'est les grands faits d'armes et les usurpations qui fascinent principalement les auteurs, où justement on trouve surtout des barbares à tous les postes à ce stade de l'histoire romaine. Et, comme les problèmes militaires se concentrent en Gaule pendant cette décennie, au fil des guerres civiles, l'illusion s'installe que le reste de l'Empire a disparu. Et c'est vrai que, si on met à part l'exécution de Gallus, le petit cousin rebelle de Constance, c'est là que se jouent les grands drames de l'Empire romain ces années-là, avec le meurtre de Constant et la rébellion de Magnence, suivie par celle de Sylvain. Mais tout cela n'est pas un hasard non plus, car l'actualité politique romaine est dictée depuis des siècles par le pouvoir militaire. Ce sont les légions et leurs chefs qui font et défont les empereurs. Et des légions, on n'en trouve principalement que dans trois régions. En Gaule le long du Rhin, en Pannonie le long du Danube et à l'est, en Syrie, le long de l'Euphrate. Vous enlevez ces trois régions et leurs armées respectives, et vous avez perdu 90% de l'histoire romaine retranscrite dans les textes antiques. Durant la décennie 350-360, c'est juste le tour de la Gaule d'être la région à problème. Donc, ce n'est pas totalement une surprise que de voir les auteurs donner momentanément une attention démesurée à cette région et à ses hommes, et pas à la production d'huile d'olive en Ibérie ou au commerce de poterie en Grèce, où on a peu de soldats stationnés comparativement et moins d'usurpations possibles. Faut dire que les histoires marrantes à base de breuvages de sang de vierge ou de pinceaux Tipex magiques, ça a toujours intéressé la presse people, quelles que soient les époques. Et du coup, je comprends mieux le coup de projecteur sur les Francs autour de 350. Mais quand même, tu avoueras que pour une petite minorité d'enfants et de petits-enfants de prisonniers de guerre pour les Francs d'Empire, leur histoire occupe assez rapidement le devant de la scène politique de l'Empire. Et de plus, avec des alliances et des embrouilles pas possibles entre eux, comme la lutte entre Arbétion et Sylvain, ou la Ligue de défense des Francs montée par Malaricus. Est-ce qu'il faut voir un filtre populiste qui met en avant un lointain héritage de leurs racines germaniques, un réflexe de zippe ou de clan, alliés ou ennemis, qui s'inviterait au milieu des affaires de l'Empire? Alors il faut être prudent avec une hypothèse pareille, qui n'est absolument pas prouvée à la lecture des textes et de nos connaissances.
Mettons pour l'instant de côté la culture tribale germanique, dont il n'est pratiquement jamais fait mention par les auteurs, et réfléchissons plutôt au fonctionnement de l'Empire en général. Le monde romain est depuis toujours un monde qui fonctionne par réseau. Réseau d'alliances, réseau familial, réseau d'amitié. Tout le tissu social fonctionne grâce au réseau qui attribue et garantit sa place à chacun dans la société. On n'est rien à Rome sans un réseau d'amis bien placés pour vous soutenir et vous défendre. Amis qu'à votre tour, vous soutenez et défendez en cas de besoin, ou à qui vous prêtez allégeance, s'ils sont plus puissants que vous, pour qu'ils vous aident à grimper les échelons. Rappelez-vous les origines de l'histoire de Sylvain. C'est ce fourbe de Dynamius qui lui demande typiquement une faveur, en vertu de leur amitié, avec des lettres de recommandation, lettres qu'il va falsifier plus tard pour le compromettre. Et cette pratique est loin d'être nouvelle ou unique à l'Empire. Même à l'époque de la République, tous les prétendants au consulat ou à un office quelconque faisaient jouer un réseau d'amis et de dépendants pour obtenir le poste qu'ils voulaient. La pratique s'est perpétuée jusqu'au IVe siècle, en se superposant à la machine impériale, malgré ses transformations successives. Normalement, tous les fonctionnaires, comme les officiers, travaillent exclusivement au service de l'Empire. Dans la réalité, on peut toujours faire conjuguer son service à l'État et soigner ses amitiés et ses intérêts en même temps. Pratique qui permet à des groupes plus ou moins influents, gravitant autour de l'empereur, de contrôler les affaires de l'Empire et de gérer leurs propres petites affaires du même coup. Est-ce que Sylvain a des amis francs d'Empire qui se sont soudés derrière lui? Absolument, comme le prouve l'intervention courageuse de Malaricus pour le défendre devant Constance, au péril de sa propre vie. Mais que Sylvain ait connu d'autres francs n'a rien d'étonnant, au vu de ses origines et de son métier. Son père était lui aussi un franc d'Empire et commandait une armée massivement franque. Une grande partie de ses collègues militaires sont aussi des francs d'Empire et ont sans doute servi avec lui sur les champs de bataille en Gaule ou en Illyrie. Si on doit faire une hypothèse, c'est que Malaricus défend autant son collègue officier que son compatriote franc. D'accord, leur lien est ethnique, mais il est aussi professionnel. Malaricus, Sylvain, Lagnoguez, tous ces hommes ont travaillé dans les mêmes armées et font partie de la même clique d'officiers. Et ils défendent leurs intérêts communs en tant que corporation, comme n'importe quelle autre corporation qui sait se serrer les coudes. Je suppose que tu fais allusion à cet épisode où Ursicin, l'officier envoyé par Constance pour le perdre, arrive à Cologne et que Sylvain, contre toute attente, lui parle à cœur ouvert, comme à un compagnon d'armes. Il lui sort le gros speech de militaire à militaire et essaie de l'entraîner dans sa conspiration contre les bureaucrates de Milan, convaincu sans doute que cela devrait suffire à le rallier à sa cause. Aucun lien ethnique mentionné entre eux, juste la fraternité des hommes de guerre contre l'ingratitude des planqués de la cour envers ceux qui se battent. Des politicards, quoi. Donc le lien le plus évident qui semble vraiment unir ces hommes d'après toi, c'est avant tout le lien professionnel ou clientéliste d'officiers des armées romaines, c'est bien ça? Mais bon, aller jusqu'à dire qu'il n'y avait pas la moindre identité de franc d'empire qui joue un rôle dans tout ça, cela me semble quand même un peu naïf, si je puis me permettre. Alors pour être juste, les auteurs continuent à les décrire comme des francs dans les textes et à renoter leur origine barbare. Dans l'histoire de Sylvain, Malaricus arrive à se faire entendre de l'empereur en faisant un esclandre, avec le soutien des Francs de la cour de Milan qu'il rameute par exemple. Donc au minimum, on doit accepter l'idée qu'il reste identifiable en tant que communauté. Ça peut être évidemment du fait des caractéristiques physiques avec tous les stéréotypes classiques du germain. Mais plus probablement, vu qu'on les qualifie spécifiquement du mot franc, on peut supposer qu'une forme d'identité ethnique spécifique est encore là. Des traits culturels comme la langue ou l'habillement, voire les armes ou les coiffures. Un tas de coutumes et de marques distinctives qui les rassemblent et fait d'eux un groupe unique. Mais même si cette couche ethnique est une réalité, est-ce que c'est vraiment si important que ça pour eux finalement? Est-ce que cette identité un peu particulière qui semble subsister chez eux au IVe siècle fait des Francs d'Empire une cinquième colonne barbare au sein du monde romain? Alors là, ce n'est sûrement pas aussi sûr que ça, hein. D'abord, on voit bien comment l'idée de Sylvain de s'enfuir chez les Francs libres au moment où il découvre qu'on l'a décrédibilisé devant Constance est rejetée directement par son officier Lagnoguez. Son bras droit, franc d'Empire lui aussi, tue l'idée dans l'œuf. C'est un plan proprement ridicule à ses yeux.
Il n'y a pas de cousin franc d'outre-Rhin. Il n'y a pas d'identité tribale supérieure qui rassemblerait les Francs des deux côtés du Rhin et qui pourrait offrir une protection à Sylvain s'il s'enfuyait. Sylvain, comme tous les autres Francs d'Empire, est devenu un étranger pour ses soi-disant parents de Germanie libre. Après des décennies de vie à Rome, de travail pour Rome, d'acculturation romaine, l'élite franc d'Empire est d'abord et avant tout une élite romaine. Ce qui est assez logique d'ailleurs. Si on sait peu de choses de l'enfance de Sylvain comme de Magnence, on sait qu'ils ont été éduqués à la romaine quand même, et façonnés par la société qui les a accueillis. Et arrivés à l'âge adulte, difficile de les voir se comporter très différemment des autres protagonistes romains. Les ambitions des barbares impériaux ne sont pas très différentes de celles des autres aristocrates, sinon qu'ils se distinguent seulement dans leur carrière militaire. Mais leur choix, leur intégration dans la guerre des honneurs, leur schéma de pensée, tout montre qu'ils ont vraiment adopté tous les codes des Romains. Qu'ils se soutiennent ou qu'ils se détestent, ils sont 100% intégrés au jeu de pouvoir de la société comme n'importe quel autre officier de l'Empire. Ils se serrent les coudes en tant que collègues simplement parce qu'ils font partie de la petite clique d'officiers supérieurs comme l'Agnogaise qui garde son poste et sa tête au gré des commandements et des usurpations diverses en Gaule. Ils se détestent parce qu'ils convoitent les mêmes postes à la tête de l'armée ou de l'Empire, comme Sylvain et Arbétion, qui veulent briller devant Constance. Des ambitions et des coups de poignard pour arriver au sommet du pouvoir. Des pratiques aussi vieilles que le monde et bien présentes à Rome, sans qu'on ait besoin de l'expliquer par une culture clanique germanique sous-jacente. L'histoire des Francs d'Empire va continuer pendant encore un bon siècle avant l'arrivée officielle des Mérovingiens, mais avec la même ambiguïté. Nos Francs du IVe siècle, en tout cas leurs chefs, ont effectivement un vernis barbare, qui les rend souvent méprisés dans les textes par les Romains pur jus ou ceux qui se considèrent tels quels. Que ce soit des détails souvent rapportés, comme leur côté rustre ou mal poli, ou comme la forte tradition militaire, ou supposés, comme peut-être une langue ou des pratiques culturelles spécifiques. Mais l'impression générale, c'est bien qu'on a affaire à des Romains, avec une touche de barbares, plus que des barbares vaguement romanisés, si on doit faire un pari entre ces deux extrêmes. Ok. Je vois donc que tu n'es pas convaincu par la touche barbare qui définirait et identifierait ces hommes parmi les autres. Mais par contre, la carte ethnique est dégainée de manière super opportune par Malaricus pour mettre son bazar à la cour en criant au racisme anti-franc. C'est une grosse ficelle, certes, car ils sont quand même bien présents et acceptés à la cour. Mais visiblement, ça a quand même eu le mérite de bien fonctionner. Et encore une fois, la lecture des textes laisse penser qu'ils sont apparemment surreprésentés dans l'armée, au point d'occuper les plus hauts grades d'une manière assez répandue. Est-ce vraiment le produit d'une illusion d'optique créée par les auteurs de l'époque? C'est sûr, si tu veux parler de la présence de barbares ou d'étrangers dans le haut commandement, on est clairement dans une nouvelle dimension. Car la société et l'organisation politique romaine ont bien changé au IVe siècle. Mais là, il faut un peu revenir en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là. On en a parlé. Le modèle romain et son rouleau compresseur militaire a bien marché, peut-être trop bien même. Rome a écrasé tous ses voisins avec une armée d'Italiens pendant ses siècles d'expansion autour de l'an zéro, intégrant chaque région conquise dans son système politique et économique et laissant ses armées sur chaque frontière pour diffuser largement son modèle culturel. Mais la fin de l'expansion, couplée à la taille de son empire, a sonné la fin de ce modèle. Rome s'est mis à recruter massivement ses soldats dans les régions frontalières, des provinciaux totalement romanisés, qui ont fini par devenir la véritable force derrière le trône. Notamment à partir du moment où la succession de père en fils dans un métier est devenue la norme et que les légionnaires postés sur le limès ont fait souche sur place. Et dernière étape du phénomène, le IVe siècle a créé une situation encore plus paradoxale. Les besoins gigantesques en hommes, après les crises politiques et sanitaires du troisième, se sont couplés avec une véritable défiance des Romains à rejoindre les armées. Soit que les perspectives d'enrichissement n'étaient plus les mêmes que par le passé, soit que le modèle économique et culturel ne les incitait plus à s'engager. Mais fondamentalement, on ne trouvait plus assez de Romains pour garnir suffisamment les rangs. Situation critique qui, comme on l'a vu, a poussé les empereurs à la dernière étape du processus, c'est-à-dire de recruter directement les hommes les mieux calibrés pour ce travail, les barbares, et notamment ceux qui vivaient au sein de l'Empire. Oui, faut dire qu'ils avaient pas mal d'atouts, les petits fillots d'Hermann. Des gars disponibles, aux endroits où on cherchait des soldats à gogo,
et pas vraiment culturellement effrayés à l'idée de se battre pour gagner leur croûte. Et pour ceux qui venaient des communautés de Leth ou de Déditis, de toute façon, ils n'avaient pas vraiment le choix. Leur statut juridique les obligeait à servir dans l'armée, sauf à s'enfuir ou se rebeller. Option peu intéressante. Mais ça, c'est pour les troufions, les sans-grades, ceux qu'on envoie au front casser du barbare ou du sassanide. Mais quid des officiers et des généraux? Est-ce que ça suit le même modèle? Eh bien, oui et non, car la transformation s'est imposée aussi peu à peu au leadership. S'il faut marquer un point d'inflexion un peu arbitraire, on peut sans doute remonter au règne de Septime Sévère, le grand-oncle de l'empereur Alex dont nous avons parlé à l'épisode 10. Son coup d'État de 197 débarrasse Rome de Commode, le méchant empereur de Gladiator, fils de Marc Aurèle et venant des grandes familles de patriciens, alors que lui n'est qu'un provincial de Libye. Non seulement Septime est lui-même originaire des confins de l'Empire, mais il assoit son coup d'État sur son armée du Danube et ses officiers en écartant clairement le Sénat romain et ses nobles du pouvoir. À partir du troisième, Septime et tous ses successeurs seront des provinciaux, soutenus par une armée et plus particulièrement des officiers provinciaux qui vont d'ailleurs s'octroyer le rôle de choisir l'empereur. Des soldats, des officiers et des empereurs qui se considèrent comme les véritables défenseurs de l'Empire et ne veulent plus se soumettre à un Sénat rempli de vieux romains. La transition de soldats italiens à soldats de province s'accompagne donc peu à peu d'une transition des officiers supérieurs italiens vers les officiers supérieurs de province. Et le même glissement à la charnière du troisième et du quatrième siècle va s'opérer avec les Germains d'Empire. Le même mimétisme logique où au bout d'un moment, les meilleurs hommes qui ont appris la guerre sur le terrain gravissent les échelons et finissent par se hisser aux plus hautes fonctions, jusqu'à remplacer les Romains pur jus ou de province qui en étaient les patrons initiaux. Et puis, il n'y a pas qu'un glissement naturel. À la suite de Septime, les empereurs du IIIe siècle ont entériné le mouvement d'exclusion des sénateurs et de la vieille noblesse romaine en leur interdisant littéralement leur implication dans le corps des officiers. Cette éjection n'est donc pas que le fruit du hasard ou de la composition plus bigarrée des troupes. C'est aussi un moyen de sortir du jeu politique des nobles romains puissants et dangereux pour des empereurs de province avec une légitimité souvent limitée, pour ne pas dire carrément louche. Et d'ailleurs, ça n'a pas que des mauvais côtés de toute façon. C'est aussi le moyen de réserver le commandement à des pros qui connaissent leur métier, pas à des rigolos qui ne se sont que donné la peine de naître dans une bonne famille de sénateurs. Au vu des enjeux aux frontières avec les Sassanides et les barbares, plus personne ne veut confier la sécurité de l'Empire à des amateurs, même nés à 2 pas du Palatin. Et c'est bis repetita pour les barbares du IVe siècle. Eux aussi finissent par devenir les officiers de leurs troupes d'origine. Et comme elles représentent une grosse part de l'armée numériquement, c'est logique que certains d'entre eux finissent haut gradés dans cette armée au bout d'un moment. Et j'ajouterais même, si tu permets, que cela passe probablement pour une bonne idée aux yeux des empereurs romains du quatrième. Passablement saoulés après un siècle de guerre civile entre généraux romains, ce n'est pas impossible qu'il se soit dit que nommer des officiers à moitié barbares limiterait les risques d'usurpation. Des gros bourrins qui parlent à peine le latin auront certainement plus de mal à convaincre les forces politiques et sociales de l'Empire qu'ils peuvent être le successeur d'Auguste de Trajan. Pas bête. Mais en tout état de cause, si c'était le plan initial, l'affaire Magnance a montré que l'histoire, une fois de plus, recèle bien des surprises. En tout cas, c'est comme ça que les Germains, anciens pires ennemis de Rome, se retrouvent au cœur du réacteur militaire romain en moins de 100 ans. Un glissement progressif, encouragé par les différents empereurs et pas forcément faisant partie d'un grand plan stratégique, mais comme une conclusion naturelle, de petits changements s'accumulant au fil des années. Les soldats d'abord, les officiers ensuite, jusqu'au sommet de l'armée. Mais après tout, cette transformation, c'est sans doute le signe que le monde romain fait preuve, même après la crise du IIIe siècle, d'une immense vitalité. Rome n'a jamais été une entreprise qu'on pourrait qualifier de raciste ou d'ethnique de toute façon. L'origine mythique de la ville décrit un groupe d'étrangers et de renégats qui se regroupent pour fonder une cité nouvelle via un pacte construit par Romulus. Dans le projet politique romain, il y a toujours eu cette idée que ce qui rassemble les hommes, c'est la vie en société sous une structure politique et juridique romaine, pas une ethnie particulière. À partir du moment où Rome a gagné ses guerres et a imposé son modèle aux quatre coins de la Méditerranée,
Quel est le problème à ce que le général en chef de telle ou telle armée ait les cheveux roux ou la peau mate? Tant qu'il se définit comme romain, aux yeux de tous, il est aussi romain qu'un latin né sur les bords du Tibre. Ce qui ne veut pas dire que les Romains d'Italie ou de province ont disparu des cercles du pouvoir. Non, ils sont encore bien présents dans les postes stratégiques, militaires évidemment, en concurrence avec des barbares, ou dans les postes plus politiques, où là ils règnent suprêmement. Si vous repensez à l'histoire de Magnence comme de Sylvain, vous détectez ici et là un paquet de Romains en fait. Rappelez-vous Marcellinus, le bras droit de Magnence qui l'aide dans son coup d'État, ou Philippe, le préfet du prétoire de l'Est que Constance envoie dans le camp des Magnanciens juste avant Mursa, pour semer la zizanie avec des offres de paix. Rappelez-vous Dynamius et son pinceau magique, ou Apodème, l'exécuteur des basses œuvres. C'est super intéressant ce que tu dis. Comme d'habitude, cher Xavier. En fait, les Romains sont toujours là. Mais une espèce de répartition des rôles s'est opérée avec des barbares d'Empire qui progressent plutôt par la voie des armes et les Romains qui retiennent le véritable pouvoir dans l'administration et la diplomatie. Cette barbarisation de l'armée, qu'on a souvent décrit comme l'engrenage fatal qui a tué Rome, est un de ces gros mythes qu'il faut vraiment remettre en question. Oui, il y a des barbares dans la Légion, et jusqu'à son sommet. Mais ça ne veut sûrement pas dire que la sauvagerie s'est emparée de Rome. C'est plutôt une intégration progressive de ces populations dans le moule via l'armée. Une armée qui se transforme, évidemment, mais qui reste l'armée romaine. Ce qui est somme toute logique, car cette civilisation romaine, vieille de plusieurs siècles, a un pouvoir d'assimilation et d'attraction qu'il ne faut pas négliger. Un peu à la façon des États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui, si on peut se permettre cette comparaison. Mais tout ça ne change pas vraiment les affaires à la cour de Milan. Alors oui, dès que Constance, le grand paranoïaque, apprend la fin de Sylvain, c'est l'énorme soulagement pour l'empereur solitaire. Son rival est mort avant d'avoir pu contester le pouvoir. Pas de deuxième cas Magnance et de campagne militaire où tout peut basculer qu'il faudrait mener. Ouf, va-t-on dire avec lui. Et Constance, comme tous ceux qui sont passés à deux doigts de la catastrophe, laisse donc libre cours à son naturel au moment où la nouvelle libératrice de la mort de Sylvain lui parvient. Si on en croit Amiens Marcelin, c'est le festival de flagornerie autour d'un homme enfin parvenu au sommet du monde et débarrassé de tous ses adversaires. Que ce soit par traîtrise et par coup bas, n'est pas forcément mis en avant. On a passé l'heure des évaluations froides et mesurées. Constance se baigne dans les louanges de tous les flatteurs de la cour qui exaltent son génie. Et quiconque veut garder sa place ne doit pas se risquer à pointer les deux ou trois minuscules problèmes qui demeurent. Des problèmes comme et qui va garder la frontière du Nord maintenant qu'on a exécuté ce meilleur défenseur? Ou qu'est-ce qui va vraiment empêcher les guerres civiles de revenir tôt ou tard, puisqu'on a fait exécuter Gallus, votre seul et unique successeur? Non. Automne 355, on ne veut entendre que des bonnes nouvelles à Milan, et ordonner des purges. Car pour assouvir ses pires instincts, une fois l'usurpateur abattu, Constance et son entourage vont entamer une véritable chasse aux traîtres. Chasse qui s'abat sur tous les soutiens de Sylvain, réels ou supposés. Une rafale de condamnations juridiques qui permettent de torturer et d'exécuter tous ceux qu'on soupçonne de près ou de loin d'avoir participé à l'entreprise monstrueuse du franc empire rebelle. Oui, tu vas me dire, c'est pas trop surprenant de la part d'un tyran parano qui sort de 5 années d'enfer contre des usurpateurs francs. Autant dire que c'est le genre d'épreuve, pour un empereur de ce genre, qui ne doit pas vraiment mettre en exergue son meilleur côté. Personne ne veut regarder l'épreuve de la nature spontanée et mal ficelée de l'entreprise de Sylvain, qui démontrerait à l'évidence que la préméditation et la préparation n'étaient pas au rendez-vous. La vengeance froide de Constance va donc s'abattre sur tous les amis du usurpateur. Une nouvelle preuve, cette fois-ci, que décidément les Francs d'Empire sont bien traités comme n'importe quel autre Romain, pour le meilleur comme pour le pire. Une fois Constance rassasiée de sang, la réalité va faire son retour de toute force. Les nouvelles du nord de la Gaule ne sont pas bonnes. En fait, elles sont même catastrophiques pour tout dire. Car la mort de Sylvain n'a pas permis de rétablir les défenses du nord. Au contraire, apparemment, Ursisin a même dû quitter Cologne et c'est à nouveau la désorganisation en Gaule qui crée, surprise, un nouvel appel d'air pour les Francs et les Alamans libres. Fin octobre, Constance apprend que sa frontière
à peine vaguement rétabli par Sylvain au printemps dernier, cède à nouveau sous les assauts des bandes de Germain. Le front a donc besoin d'une armée de renfort pour reprendre le flambeau de Sylvain, et vite. Une troupe de choc pour ne pas laisser les Germains prendre pied rive gauche du Rhin, alors que la reconquête n'était que partiellement achevée à l'été 355. Pour Constance, le choix terrible des dernières années lui revient comme un boomerang. Tenter à nouveau de courir à travers l'Empire, régler chaque problème un par un, au risque d'y laisser sa santé, voire de finir comme un Probus ou un Aurélien, assassiné par ses propres troupes? Non merci. Constance n'a plus l'âge ni l'envie. Surtout, il a déjà d'autres affaires qui l'appellent à Milan, comme d'autres campagnes militaires qui se profilent à l'Est, avec les Sarmates sur le Danube. Pas de temps à perdre pour lui de repartir en Gaule cette année-là. Il ne reste donc plus qu'une seule solution à Constance, qu'il l'aime ou non. Il faut nommer un César avec assez de légitimité pour commander les troupes du Nord-Ouest pendant qu'il s'occupe des autres soucis de l'Empire. Un homme qu'il nommera son héritier et qui l'adoubera ainsi avec l'autorité nécessaire pour accomplir ce qu'il faut. On dirait aujourd'hui que Constance a un job posting critique à remplir en cet automne 355. Et ça tombe bien. Il lui reste en tout et pour tout un seul membre de sa famille à disposition qu'il n'a pas encore fait tuer. Ce petit-neveu, hyper nerveux et passionné de philosophie, petit frère de Gallus, qu'on a fait mettre en résidence surveillée à Milan. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, le petit Julien, qui n'a pas la moindre responsabilité ni occupation. Enfin, c'était le cas jusqu'à maintenant. Mais ça, c'est un problème que Constance va se charger de régler rapidement. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur méropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.